Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Cette année, avec l'hiver clément, on voit sortir les herbes sauvages et comestibles qui habituellement sortent un peu plus tard, en général vers la mi-février. C'est donc un excellent moment pour vous proposer un petit tour de jardin pour vous montrer une partie de ce qu'on peut récolter en ce moment. C'est toujours un grand plaisir d'aller à la cueillette et de consommer les plantes que la nature nous a généreusement offertes. En plus, aucun besoin de s'en occuper ni de les arroser. Elles se débrouillent tout seules. Puis, c'est une nourriture délicieuse et bonne pour notre santé. Si vous habitez dans les régions plus froides que chez nous, vous pourrez commencer à les chercher d'ici quelques semaines. C'est parti! Alors bien entendu, en ce moment, la plupart des plantes sauvages comestibles sont encore à des stades précoces, en rosette par exemple, ce qui les rend difficiles à identifier. Mais il est justement intéressant de commencer à les repérer pour les identifier dès les stades les plus précoces. D'une part, c'est à ce stade que les plantes sont souvent les plus tendres et avec les goûts les plus doux, et d'autre part, pour apprendre à les connaître à tous les stades. De toute façon, si vous avez un doute, vous pouvez juste repérer un endroit pour pouvoir y revenir régulièrement et vérifier si votre identification de départ était OK. Je rappelle d'ailleurs que nous avons déjà proposé une vidéo pour apprendre à goûter une nouvelle plante en toute sécurité et nous proposons même une playlist dédiée aux plantes sauvages comestibles car c'est à la fois un grand bonheur, un outil de santé et un outil d'autonomie. On commence avec l'ortie. L'ortie est la reine des plantes sauvages. Elle pousse en abondance en fin d'hiver, au printemps et en automne. Tout le monde sait la reconnaître grâce à son pouvoir urticant. Elle est excellente pour notre santé et elle est absolument délicieuse en soupe, en infusion ou dans un jus pomme ortie par exemple. Il est même possible de la consommer crue en prenant soin de prendre les feuilles par-dessous et de les replier pour en faire une boulette de sorte que les poils urticants qui se trouvent sur le dessus de la feuille se retrouvent à l'intérieur de la boulette. Succès garanti pour épater les amis, tout en se régalant au bord des chemins. Le mouron blanc est une plante formidable car elle est à la fois très tendre, avec un goût agréable et doux, proche de celui de la mâche. Elle pousse en tapis, qui permet d'en ramasser facilement une quantité suffisante. C'est d'ailleurs une plante qui se vendait sur les marchés à l'époque de nos grands-parents. On la reconnaît facilement au fait qu'elle pousse en tapis, à son vert très tendre, à ses tiges un peu longues et enchevêtrées, à ses feuilles opposées, et on peut aussi vérifier que quand on casse délicatement la tige, à l'intérieur de la tige, il y a un fil qui maintient encore les deux bouts, qui est assez élastique. Voilà. Ici, elle n'est pas encore en fleurs, mais quand c'est le cas, on la reconnaît très facilement car sa petite fleur blanche est étoilée. Le mouron blanc fait d'ailleurs partie de la famille des stellaires. Son vrai nom, c'est la stellaire intermédiaire. Alors attention tout de même car on peut la confondre avec le mouron rouge qui lui ressemble beaucoup, mais en plus petit et surtout avec une fleur rouge. Donc le mouron rouge est un peu toxique, donc si vous avez des doutes, attendez que les premières fleurs s'ouvrent pour vérifier qu'il s'agit bien du mouron blanc. Juste à côté, on trouve du lamier pourpre. Là, ce sont les tout premiers qui commencent à sortir. Ils ressemblent à l'ortie, en plus petit. Et le lamier et l'ortie poussent d'ailleurs souvent au même endroit. On différencie le lamier pourpre de l'ortie du fait qu'il n'est pas urticant et par ces jolies fleurs roses qui poussent, qui ont des lèvres et qui poussent vers le sommet de la plante tout autour de la tige. Voilà. Les plantes avec ce type de fleurs s'appellent des labiers. C'est une famille dans laquelle on trouve beaucoup de plantes intéressantes et notamment toutes les plantes aromatiques comme le thym, le romarin, la sauge ou la menthe. Comme l'ortie, le lamier possède une tige à section carrée. Faites-le rouler la tige sous vos doigts et vous sentirez très bien les quatre angles de la tige. Le lamier a un surprenant goût de champignon. Dans une omelette, c'est délicieux. L'achillée millefeuille, que vous voyez à côté de moi, s'appelle ainsi en raison de ses feuilles très finement découpées et en raison de son pouvoir coagulant lorsqu'on en met sur une plaie.
en référence au talon d'Achille. Donc à cette saison, seules les premières feuilles apparaissent et on ne voit pas encore les tiges. Donc pour l'instant, méfiez-vous car à ce stade, il est possible de la confondre avec la ciguë, qui a également des feuilles très découpées et d'un vert similaire et qui est très toxique. Pour les différencier, l'achillée pousse en tapis et surtout au printemps, elle fait une tige bien verticale et non ramifiée. Voilà. En fait, seules ces fleurs font une sorte de ramification au sommet de la tige qui les dispose en ombelle. L'achillée a donc un port très droit et vertical, contrairement à la ciguë qui a un port plus étalé et retombant avec des tiges ramifiées. La chimelée aime bien les milieux ensoleillés comme les pelouses par exemple, alors que la ciguë préfère les milieux plus riches et plus humides comme les potagers. Donc sur l'achillée, on consomme uniquement les feuilles car les tiges sont trop ligneuses. Cuites à la vapeur, elles font un bon condiment qu'on peut associer avec un peu d'huile d'olive ou avec une vinaigrette au miel pour atténuer le fait qu'elles aient une petite amertume. Et ces fleurs s'utilisent aussi en tisane. Voilà, c'est vraiment la seule que j'ai eue en fleurs parce qu'elle a fait des fleurs très tôt celle-là. Mais normalement dans cette saison, elles ne sont pas encore en fleurs. On continue avec le crépi bisannuel. C'est une plante de la famille des pissenlits dont elle est une proche cousine. Au premier stade, comme en ce moment, le crépi se présente en rosette, c'est-à-dire avec les feuilles qui partent depuis le sol. Plus tard dans la saison, il fait des fleurs jaunes de la famille des composées, comme le pissenlit, c'est-à-dire des inflorescences qui se composent en fait de centaines de minuscules fleurs regroupées en un bouton floral. Une fois à maturité, ces fleurs lâchent de petits parachutes qui portent les graines, comme pour les pissenlits. Pour les reconnaître des pissenlits, il y a plusieurs critères. Contrairement aux pissenlits, les feuilles de crépi sont très légèrement poilues, mais elles restent très douces et très souples. Si vous prenez une feuille qui présente une texture un peu rêche, il ne s'agit pas d'un crépi. Donc, contrairement aux pissenlits, les tiges sont ramifiées et ça en fait une plante plus grande que les pissenlits. Elles atteignent fréquemment 1 mètre de hauteur. Et enfin, une fois en graines, les fleurs se présentent comme des plumeaux coniques, là où les fleurs de pissenlit forment une sphère complète. Le goût est proche de celui des pissenlits, en un peu plus amer. C'est donc une plante destinée aux amateurs d'amertume. C'est un goût qui s'apprend, un peu comme pour les olives. Mais je peux vous garantir qu'une fois qu'on a pris l'habitude, ça en fait une salade délicieuse. Avec de l'ail et une vinaigrette au miel, c'est juste un régal. Et c'est une de mes salades préférées, voire peut-être même ma salade préférée. Maintenant, je préfère de très loin une salade de crépi plutôt qu'une salade de commerce, voire même qu'une salade du potager. Voici une rose trémière qui redémarre. À ce stade, il n'y a que des feuilles, mais c'est une plante très érigée qui peut monter jusqu'à 2 mètres, voire même plus. Elle n'a que des avantages. Elle est magnifique et très décorative. Elle est vivace et repousse chaque année au même endroit, ce qui est bien pratique pour l'identification. On peut tout manger dessus. Donc, ses feuilles comme ses fleurs. C'est vraiment une plante qui donne énormément. Quand elle est grande, une seule plante suffit à faire manger une famille entière. Ces grandes fleurs, qui peuvent être blanches, roses ou pourpres, décorent magnifiquement les plats. Avec ça, c'est le succès garanti. Donc ces feuilles sont délicieuses et ont un petit goût noisette sans amertume et une texture légèrement mucilagineuse, c'est-à-dire qu'ils glissent un peu sous la langue. Nous on les aime bien en crudité, mais on peut bien sûr les faire cuire pour accompagner un plat ou épaissir une soupe. Donc elle est très facile à reconnaître avec ses larges feuilles, donc celles que vous voyez ici sont encore un peu petites, sa grande taille et son port un peu pyramidal. Elle fait partie de la famille des malvacées, c'est donc une cousine de la mauve avec laquelle elle partage cette forme de feuille un peu particulière où vous voyez que la tige est prise à peu près sur le milieu de la feuille. Et ces feuilles sont épaisses et légèrement duveteuses. Elle a également le bon goût d'aimer le plein soleil et les terrains assez pauvres. Elle peut donc s'installer sur des terrains qui ont été abîmés et qui ne sont pas encore restaurés. Donc vraiment que des avantages pour cette plante magnifique.
La pimprenelle est une des premières plantes sauvages comestibles à sortir dès les premiers beaux jours. On la reconnaît facilement à sa couleur vert légèrement bleuté, donc au fait qu'elle pousse en touffe, qui ne se ramifie jamais, c'est-à-dire qu'elle reste toujours en rosette avec des feuilles qui partent uniquement de la base. Alors attention, car ce que vous voyez là constitue une seule feuille. On pourrait penser que c'est une tige avec des toutes petites feuilles, mais en fait les parties très découpées sont ce que l'on appelle des folioles, c'est-à-dire vraiment des parties de la feuille. La pimprenelle a un goût de concombre, il est très agréable, mais un petit peu amer, donc il est préférable de la mélanger avec d'autres plantes. On passe au gaillet gratteron. Ups. Là, nous sommes plutôt en présence d'un mal-aimé, car il a tendance à être très envahissant et les feuilles, tout comme les fruits, une sorte de petite boulette velcro, s'accrochent aux vêtements et surtout aux chaussettes. Il faut alors des heures pour les en enlever. C'est pourtant une plante comestible et vous allez voir qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Donc, elle est très facile à reconnaître de par sa proportion à s'accrocher à tous les vêtements. Elle a la particularité assez rare d'avoir des feuilles verticillées, c'est-à-dire disposées en étoile autour de la tige, au niveau de chaque nœud. Elle possède une tige carrée munie de microscopiques crochets à chaque angle de la tige et elle fait des tiges très longues qui courent assez loin sur le sol et grimpent sur d'autres plantes. C'est une plante qu'il est difficile de consommer telle qu'elle à cause de ses minuscules crochets, parce qu'elle serait capable de s'accrocher dans la gorge et ça serait vraiment désagréable. Mais il est tout de même possible de consommer les jeunes pousses qui restent assez tendres, mais bon, ça c'est relativement limité. Donc la meilleure façon de la préparer consiste plutôt à en extraire le jus. Mais en fait, l'utilisation la plus intéressante est pour nourrir les poulettes, elles m'ont entendu là, qui en raffolent. Ça transforme une herbe envahissante et qui s'accroche aux vêtements en une ressource gratuite et abondante pour nourrir les poulettes. Le lierre terrestre pousse une grande partie de l'année dans les milieux riches, plutôt ombragés et humides. Il forme de grands tapis, mais contrairement au lierre grimpant, qui peut pousser à la fois au sol et dans les arbres, le lierre terrestre pousse uniquement au sol. Il s'appelle lierre tous les deux, mais attention, seul le lierre terrestre est comestible. Le lierre grimpant est toxique. Le lierre grimpant est cependant intéressant car on peut en faire facilement une lessive très efficace et dont l'odeur est agréable. Pour revenir au lierre terrestre, il s'appelle ainsi car il fait de grandes lianes qui se replantent à chaque nœud, un peu comme les stolons des fraises, sauf que le lierre terrestre continue à faire pousser des tiges sur de grandes distances. Le lierre terrestre est une plante très aromatique qui peut être utilisée dans les plats salés pour relever des salades, des soupes, des tisanes, ou en les parsemant sur des purées, mais aussi dans des plats sucrés comme des salades de fruits ou des desserts avec lesquels son goût aromatique se marie extrêmement bien. Nous n'avons pas pu en proposer cet automne, mais les balades plantes sauvages et comestibles reprendront probablement vers fin février ou début mars. Donc pour ceux qui habitent à proximité de Toulouse, vous pouvez consulter le site web que je mettrai à jour d'ici 15 jours ou 3 semaines. Je mets l'adresse du site web dans les commentaires de cette vidéo. Je profite au passage pour remercier du fond du cœur ceux qui nous soutiennent avec le financement participatif sur Tipeee. Merci à eux. J'espère que ce petit tour vous aura donné envie d'explorer votre jardin à la découverte des trésors que nous offre la nature. C'est vraiment très gratifiant et c'est un plaisir d'apprendre à les reconnaître et à consommer les plantes sauvages comestibles. Ça permet de voir la nature autrement et de comprendre que quand on lui laisse une place, elle est abondante et généreuse. Si vous voulez bien les mémoriser, il est préférable de les goûter et de les consommer. Il vaut mieux en connaître 2 ou 3 que vous consommez vraiment plutôt que de chercher à en identifier beaucoup et les oublier après quelques semaines.
Je vous souhaite le bonheur de pouvoir vous régaler avec ce que nous offre la nature et je vous dis à très bientôt.